Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, j'ai trouvé ici à Tours une justice en grande souffrance. En grande souffrance avec un certain nombre de magistrats, de greffiers qui ont souhaité me rencontrer pour relayer le cri de détresse qui a été poussé par les rédacteurs d'une lettre qui a été signée par 7000 magistrats. Et ces cris d'alerte des magistrats de terrain ont été relayés, vous le savez, par le procureur général de la Cour de cassation, M. Molins, lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation. Et face à cette détresse qui s'exprime dans la justice, eh bien, nous avons un garde des Sceaux qui préfère regarder ailleurs. Il a crié au scandale. Il préfère museler la justice plutôt que de la sauver. Alors, vous le savez, l'insécurité dans notre pays, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité pour des millions de Français. Les coups et blessures volontaires ont augmenté de plus de 32% en 5 ans et les homicides de 12%. Chaque jour en France, 800 personnes sont physiquement agressées. Alors, en matière d'autorité et de justice, le en même temps est un échec. C'est un échec et c'est même une faute parce que le président ne peut pas assurer un jour les forces de l'ordre de sa confiance et quelques jours après parler de violence policière. Le gouvernement ne peut pas annoncer un jour une hausse du budget de la justice et quelques semaines plus tard exiger des procureurs par circulaire ministérielle de limiter les entrées en prison et d'encourager les sorties. C'est ce qui se passe ici à Tours. Nous avons une maison d'arrêt qui est complètement saturée, 200% de taux d'occupation de la maison d'arrêt. Et donc on demande aux juges de ne plus prononcer de peine de prison ferme et de mise sous écrou, parce que la prison est saturée. Ce n'est pas cela, dire la justice, c'est dire en droit si la personne doit être incarcérée ou non. C'est pas faire de la gestion en fonction de la surpopulation carcérale. Alors, en plus de cette insécurité, les Français vivent un constat d'impunité. On a moins de 5% des faits qui sont dénoncés qui donnent lieu à une condamnation. La justice est noyée. Il y a 2 millions de Français qui sont en attente de jugement et les délais judiciaires sont aujourd'hui compris entre 18 mois et 2 ans. Alors, la justice est malgré elle devenue le maillon faible de la chaîne de sécurité du pays, mais parce qu'elle a été abandonnée depuis 10 ans, elle n'est évidemment pas responsable. La France dépense 2 fois moins pour sa justice que l'Allemagne. Là encore, Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses. Il laisse notre système judiciaire dans un état désastreux. Seulement 2000 places de prison ont été construites sur les 15 000 promises. Seulement 20 centres éducatifs fermés ont été créés sur les 56 promis. Je veux faire de ma présidence celle de l'impunité zéro. Et pour ce faire, je mettrai en place un plan de sauvetage et de modernisation de la justice, un plan au long cours, un plan sur 5 ans qui redonnera les moyens à l'autorité judiciaire de juger vite et bien, qui simplifiera et accélérera nos procédures pour mieux protéger les victimes. Et je le dis, il faudra mettre en place une vraie commission de réécriture du code pénal, mais aussi sans doute en partie de la procédure civile, et qui adaptera le droit à la réalité de la délinquance. L'impunité zéro, c'est d'abord donner à nos tribunaux et à nos magistrats les moyens de juger. Pour rétablir l'ordre, je redéfinirai une politique pénale d'une grande fermeté. Et pour que celle-ci puisse être effective, nous devons permettre à la justice de travailler. Je propose un plan Orsec pour la justice, des moyens humains exceptionnels pour améliorer le fonctionnement de nos tribunaux. Nous devons, de toute urgence, endiguer le sous-investissement chronique qu'a connu la justice pendant de trop nombreuses années. Alors il faut assurer une montée en puissance de la capacité à juger. Je veux augmenter de plus de 50% sur 5 ans les moyens des tribunaux pour les porter à 9 milliards d'euros par an. J'augmenterai de plus de 50% le nombre de magistrats avec l'embauche de 3000 juges, 2000 procureurs. Mais pour que ce plan puisse être opérationnel, je recruterai aussi 3000 greffiers, 5000 juristes assistants et 3000 personnels techniques. Pour que ces 16 000 recrutements rapides soient crédibles,
Je les ouvrirai dès cette année aux professionnels du droit ayant 15 ans d'expérience et aux cadres de la police et de la gendarmerie. Mais j'autoriserai aussi, évidemment, la validation des acquis de l'expérience et la promotion interne au sein des tribunaux et au sein de toutes les professions judiciaires. L'impunité zéro, c'est aussi une justice qui agit vite et qui frappe fort, en réduisant considérablement les délais de jugement et en assurant une exécution effective des peines. Alors oui, une justice lente, c'est une justice qui profite aux délinquants. Pour accélérer les jugements, je réduirai le délai de jugement des délits du quotidien à moins de 6 mois. J'imposerai une comparution immédiate systématique pour les flagrants délits. Je simplifierai et numériserai la procédure pénale pour diviser par 2 le temps de traitement des procédures et aller davantage vers des amendes forfaitaires délictuelles. Concernant les violences conjugales et intrafamiliales, je créerai une juridiction spécifique pour protéger les victimes dont les délais d'instruction seront inférieurs à 72 heures et qui rendra les ordonnances de protection en moins de 6 jours. Je concentrerai la justice sur ces dossiers prioritaires en déjudiciarisant des contentieux de masse en matière civile et commerciale pour privilégier les amendes automatiques ou les procédures de conciliation. Agir vite, mais aussi frapper fort. Je veux que ceux qui ne respectent pas la loi soient véritablement sanctionnés. Trop de peines inexécutées dans notre pays fragilisent l'autorité de l'État. Trop de sanctions inappliquées confortent les voyous dans l'impunité. Face à l'explosion de la délinquance, je mettrai fin au désarmement pénal de notre justice qui a commencé sous Christiane Taubira, mais qui s'est poursuivi sous Emmanuel Macron, la dernière circulaire du garde des Sceaux qui demande de réduire l'incarcération le prouve. Alors pour qu'à chaque délit corresponde une sanction effective, je rétablirai les peines planchers automatiques pour les récidivistes violents et j'instaurerai une peine de prison d'1 an minimum pour ceux qui agressent un dépositaire de l'autorité publique. Dépositaire de l'autorité publique, un élu, les forces de l'ordre, mais aussi les professeurs, les médecins, les pompiers, ceux qui exercent des missions de service public. Certaines de ces mesures sont déjà incluses dans le projet de loi constitutionnelle sur la sécurité intérieure qui est déjà rédigé et que j'ai présenté en novembre dernier. Je développerai dans tous les organismes publics les travaux d'intérêt général pour appliquer le principe « si tu casses, tu répares et tu répares vite ». Si réparer est impossible, si le délinquant est trop jeune, les parents devront s'acquitter d'une amende. Je sanctionnerai les squatteurs de logements et je les expulserai. Et j'exclurai du logement social les dealers et les familles qui vivent des trafics. Pour rétablir la crainte de la justice, même pour les petites peines, je mettrai fin aux aménagements systématiques de peine, qui ne seront accordés qu'à ceux qui présenteront un comportement irréprochable et des garanties de réinsertion. Je frapperai les délinquants au portefeuille en généralisant les retenues sur salaire et les retenues sur prestations sociales pour lutter contre les amendes impayées, véritable fléau, puisqu'aujourd'hui, seulement 50% des amendes pénales sont recouvrées. Seulement la moitié des amendes sont recouvrées. Je mettrai en place, enfin, une participation financière des détenus à leur incarcération, comme ça se fait en Suisse ou au Danemark. Pour que les infrastructures soient à la hauteur de notre fermeté, je doublerai le nombre de centres éducatifs fermés pour les mineurs et je lancerai la construction de 20 000 places de prison. En attendant cette construction, je transformerai des bâtiments désaffectés en centres de détention provisoires pour délinquants sous bracelet électronique, afin qu'ils ne puissent plus revenir faire leur trafic en toute impunité dans leur quartier. L'impunité zéro, c'est enfin une justice qui s'adapte aux nouvelles réalités. La délinquance dans notre pays, elle évolue. Elle est mobile, elle est connectée, elle est inventive et elle se considère comme propriétaire de certaines zones de non-droit. Je veux donc adapter le droit pour que notre justice n'ait pas, comme depuis trop d'années, à chaque fois un temps de retard. Pour cela, j'abaisserai la majorité pénale à 16 ans afin de mettre un coup d'arrêt à la montée continuelle de la violence des mineurs. On instrumentalise les jeunes parce qu'on pense qu'ils seront impunis.
Je permettrai à la justice de disposer de moyens matériels modernes face à des voyous connectés, hyper connectés. Je veux être la présidence qui donnera enfin à la France une justice adaptée au XXIe siècle. Concrètement, je consacrerai 1,8 milliard d'euros par an à remettre à la disposition de la justice des locaux, des équipements et des moyens informatiques performants. Mesdames et messieurs, la justice est le ciment d'une société. Aujourd'hui, la paupérisation de nos institutions judiciaires ne leur permet plus de rendre la justice dans des conditions dignes, ni de faire face à l'insécurité croissante de la société. Alors je redonnerai toute sa place et tous ses moyens à la justice pénale, la justice civile, toutes les justices. La loi pénale sera adaptée pour écarter de nos rues, de nos villages et de nos quartiers ceux qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Je veux redonner aux Français le droit de vivre sereinement dans un pays où la justice est rendue, où elle est respectée et où elle est appliquée. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, on les trouve en lien avec les maires. Vous savez, il y a dans les territoires un certain nombre de ces bâtiments qui sont aujourd'hui à vendre, qui sont des anciennes casernes, qui sont des anciens couvents, qui sont des anciens internats. Et ils sont tout à fait adaptés à recevoir des détenus sous bracelet électronique. Et ça fera des centres de détention à sécurité allégée pour des délinquants qui aujourd'hui ne purgent pas leur peine entre quatre murs. Et quel est évidemment l'intérêt? C'est de cesser d'avoir ces bracelets électroniques dans les quartiers qui sont finalement, j'allais dire, le signe de la Légion d'honneur des caïds. Voilà. Aujourd'hui, je veux que les caïds arrêtent de semer la violence dans leur quartier. Concernant les peines planchées pour les personnes dépositaires d'autorité publique, on a aussi vu beaucoup d'agressions, par exemple, de chauffeurs de bus ou ce genre de personnel. Est-ce que quelqu'un s'en prendrait à un chauffeur de bus, par exemple, pour avoir une circonstance aggravante, ou est-ce que vous prévoyez des mesures pour mieux protéger aussi ce type de personnel? Il faut qu'on réfléchisse à qui va être couvert par cette mesure. Mais il est évident pour moi que des personnes qui exercent une mission de service public et qui, de ce fait, se mettent en danger, doivent pouvoir être mieux protégées. C'est pour ça que j'ai parlé notamment des médecins, ou des pompiers, des soignants d'une manière générale. Et une autre question, Émilie Pombrier aujourd'hui est en déplacement et se félicite notamment à des bons chiffres qu'ils ont sur les rodéos urbains. Il explique qu'il y a beaucoup plus de saisies de véhicules, etc. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui au ministre de la Justice sur son bilan, notamment sur ce sujet-là? Je réponds que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une justice en immense souffrance, qui a l'impression, effectivement, qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de coups de menton, beaucoup d'opérations coups de poing, mais que rien n'est fait en profondeur. Moi, je tracerai un sillon droit. Je tracerai un sillon droit, ce sera un sillon de 5 ans, ce sera un sillon de remise en ordre et à plat de tout le fonctionnement de notre justice, parce que tout est à revoir. J'ai visité le tribunal, malgré une rénovation récente, l'informatique est en grande souffrance. Tous les types de contentieux sont en grande souffrance. Les greffiers sont noyés sous les dossiers. Les juges n'arrivent pas à juger vite et bien. Il y a en permanence un turnover. Je veux dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument redonner du sens à la mission de ces magistrats, de ces greffiers qui veulent rendre une justice de qualité. Et ça se fera sur le long terme. Il va falloir faire un choc de formation, ce choc de formation initial, bien sûr, à partir des écoles de formation des métiers de la justice, mais aussi un choc d'arrivée de sang neuf. Il faut absolument que très très vite, on puisse former des personnels qui viendront en soutien, mais en vrai soutien. Et puis il faut qu'on multiplie les amendes forfaitaires et qu'on puisse déjudiciariser un certain nombre de contentieux de masse. Je pense par exemple à la question du permis à points lorsqu'il n'y a pas d'accident corporel, par exemple. La préoccupation du gouvernement français aujourd'hui, c'est pas seulement la justice, c'est le prix du carburant, le prix de l'essence. Quelles sont vos propositions sur ce thème? Comment vous répondez aujourd'hui à cette détresse des Français quand ils vont à la pompe? Écoutez, ça fait plusieurs mois que je propose
que l'on revoie les barèmes kilométriques. Les barèmes kilométriques, c'est cette indemnisation qu'on donne, par exemple, aux infirmiers quand ils se déplacent à domicile et qui sont extrêmement modiques, 35 centimes du kilomètre, et en plus qui sont plafonnés. C'est aussi, les barèmes kilométriques, c'est les coûts que les Français qui travaillent peuvent déduire de leur feuille d'impôt lorsqu'ils décident d'être taxés au réel. Là aussi, je pense qu'il faut revaloriser ces barèmes d'indemnité kilométrique. Et puis évidemment, moi j'ai proposé que les entreprises puissent elles aussi participer et prendre en charge une partie des frais de carburant de leurs salariés, comme ils prennent aujourd'hui en charge les passes de transport en commun. Je crois d'abord qu'il faut arrêter d'essayer d'installer des prisons en centre-ville, parce que c'est effectivement ce qui suscite le plus de résistance. Et on le sait, une prison en centre-ville, c'est beaucoup de nuisances. Alors il y a eu pendant assez longtemps une idéologie qui consistait à dire qu'il faut mettre les prisons en centre-ville pour que les familles puissent venir visiter les détenus. Moi, je crois qu'il faut privilégier le droit des victimes sur celui des détenus. Et je pense qu'il faut mettre les prisons effectivement dans des lieux un peu plus isolés. Certes, ce sera plus compliqué pour les familles de victimes pour venir rendre visite aux détenus, mais ça permettra aux prisons de se construire vite et de se construire sans nuisance pour le voisinage. La publication d'un livre par l'un de nos confrères sur l'état de certains EHPAD en France suscite beaucoup d'émotions depuis quelques heures. Est-ce que vous pensez qu'il faut davantage encadrer le fonctionnement des EHPAD en France? Alors moi, ce que je souhaite sur ce fonctionnement des EHPAD, parce que j'ai été comme vous très bouleversée par la réalité qui est décrite dans ce livre, mais qui est une réalité qui revient malheureusement depuis la crise Covid, qui remonte très fort dans la société, où on a regardé avec beaucoup plus d'attention la façon dont la qualité des soins était faite dans nos établissements qui reçoivent nos aînés. Je pense qu'il faut remettre des indicateurs de qualité de soins dans les EHPAD et il faut les rendre publics. Et je pense qu'en rendant publics ces indicateurs, eh bien, on permettra, j'allais dire, à la société de juger de comment nos aînés sont traités. Et puis, il faudra évidemment veiller à mettre les moyens qui sont nécessaires pour que les résidents des EHPAD soient mieux traités. Ça, c'est des moyens humains et du recrutement. Il va falloir former, là encore, au métier du médico-social et redonner de l'attractivité à ces métiers. Enfin, je pense que des enquêtes auprès des résidents eux-mêmes, vous savez, il y a eu une loi Kouchner qui a permis aux patients à l'hôpital de trouver leur place. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait une nouvelle loi pour les EHPAD où les résidents trouveraient toute leur place dans l'administration des lieux qui les hébergent. Écoutez, aujourd'hui, moi, je fais une campagne sur mon projet et c'est qui m'aiment me suivent. Et aujourd'hui, les centristes ont décidé de m'apporter leur soutien, les centristes de l'UDI, les centristes du nouveau centre. Moi, je souhaite porter un projet qui est un projet de rupture avec Emmanuel Macron, qui est un projet de droite assumé, mais je souhaite aussi élargir ma base à tous les Français qui se reconnaissent dans mon projet. Tous. Alors effectivement, je n'ai pas eu le droit de me rendre dans les coursives et je n'ai pas eu le droit d'avoir de contact avec les détenus parce qu'aujourd'hui, ils sont à l'isolement, mais j'ai pu rencontrer les équipes qui s'occupent de la prison et notamment les équipes médicales, les équipes des services de probation, les équipes éducatives et les équipes de surveillants. Mais je n'ai pas eu accès aux détenus parce qu'effectivement, ils sont aujourd'hui confinés. Cette pression de l'épidémie qui est encore très forte dans notre pays, alors qu'on apprend ce matin que vous allez tenir votre premier grand meeting de campagne le 13 février, est-ce que vous redoutez que dans ces prochaines semaines, ce soit difficile de faire campagne? Jean-François Delfrécy,
Je l'ai dit, moi je souhaite respecter les normes sanitaires telles qu'elles seront fixées. Mais il ne faut pas non plus que la crise Covid nous prive de ce grand moment démocratique qui est une campagne électorale. Vous le voyez, notre pays ne va pas bien. Notre pays a besoin d'un nouveau cap. Notre pays a besoin d'une nouvelle présidence. Justice en grande souffrance. Hôpital et santé en grande souffrance. J'en parlerai dans les jours qui viennent. Une ruralité abandonnée. Une école qui se fissure. Et aujourd'hui, des résultats économiques qui sont totalement en trompe-l'œil, avec une balance commerciale déficitaire de 85 milliards d'euros. C'est-à-dire que toute la croissance que fait notre pays aujourd'hui repose sur l'achat de biens importés qui ne sont pas produits en France et une dette de 2800 milliards d'euros. Donc moi, ce débat démocratique, je vais le porter et je le porterai dans toutes les régions et j'irai à la rencontre des Français, pandémie ou pas. Je demande qu'on regarde mon bilan de présidente de région. J'ai géré la première région d'Europe, l'Île-de-France. Et partout où je suis passée, j'ai tenu mes engagements. J'avais fait des promesses, je les ai tenues. J'ai lancé des grands plans de rénovation de mes lycées. J'ai lancé la transition écologique, j'ai lancé la transition numérique, j'ai lancé la révolution des transports. Toutes les promesses, le bouclier de sécurité, toutes les promesses que j'avais faites, je les ai tenues. Sauf quand l'État m'a mis des bâtons dans les roues pour m'empêcher de faire. Mais toutes les promesses que j'ai faites, je les ai tenues, y compris mes promesses d'économie de 2 milliards d'euros sur le budget de la région. Donc, je suis une femme qui fait. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous plaire. Je ne suis pas là pour vous promettre la lune. Je vais dire des choses qui seront difficiles pour les Français. Que pour se redresser, il faudra travailler plus. Que pour se redresser, il va falloir dépenser mieux et moins dans certains domaines. Qu'il faudra supprimer une partie de l'administration administrante, qu'il faudra faire la réforme des retraites, qu'il faudra faire la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'État, la décentralisation, enfin, avec une seule collectivité compétente. Donc je proposerai des réformes, en vérité, parce que je dirai toujours la vérité. Mais pourquoi faire ? Pour financer mes priorités, protéger, éduquer, soigner. Et ce sera mon fil directeur pour redresser la France. Mais je vous l'ai dit, si un certain nombre de Français se reconnaissent dans mes propositions, et notamment sur mes propositions en matière de, de valeurs républicaines, en matière de laïcité, en matière de défense de la sécurité, en matière de défense, de remise en ordre de la France, à ses frontières, dans la rue, dans l'école, eh bien, je suis toute prête à échanger. Vous savez, moi, je respecte les Français, quelles que soient leurs opinions politiques. Je n'ai pas géré ma région de manière sectaire. Moi, dans ma région, j'ai de la France insoumise, du Front National, des Verts, des socialistes dans mon conseil régional. Quand ils ont des bonnes idées, je les prends. Voilà, c'est ma façon de gouverner. Moi, je ne suis pas une femme solitaire qui décide de tout du haut de l'Olympe de Jupiter. Moi, je suis une femme qui sait écouter, qui sait travailler, qui sait partager et qui respecte les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Écoutez, il est déjà candidat. Enfin, moi, je l'ai vu hier, il était dans la Creuse, il était candidat. Donc voilà, c'est un non-candidat candidat. Il est déjà candidat. Donc ça va peut-être changer, oui, ça va peut-être lui ouvrir enfin un compte de campagne. Merci.